Salut, c'est Régis, je reprends les podcasts après une petite pause, mais je reviens avec du très très lourd. D'ailleurs, je voulais remercier Kian et Navo, deux anciens invités du podcast qui m'ont mis en contact avec plusieurs humoristes que je voulais recevoir, comme d'ailleurs Emric dans cet épisode. Alors sur mes réseaux, j'ai déjà annoncé les deux prochains invités, et donc pour les connaître, viens me suivre sur les réseaux. Donc Régis Canon, humoriste sur Facebook et Instagram, Humeur Podcast sur Twitter. Ouais, je suis un génie du marketing. Et si tu veux voir ce que je fais en stand-up, je serai au Piano Fabrique avec le collectif YouRire le 16 septembre à Saint-Gilles, près de Bruxelles, et le 23 octobre dans un 30-30-30 avec Nathan Drapa et un invité spécial. Ça se passe au cabaret Los Amoils à Scarbeck. Alors pour le podcast, on repart sur un épisode toutes les 2 semaines, et si tu aimes ce que tu entends, mets des étoiles, partage, commente, et surtout abonne-toi pour ne rien manquer. Bonne écoute, c'est peut-être l'épisode le plus court depuis le départ, mais c'est sûrement celui dans lequel je ris le plus, et j'espère qu'il te plaira aussi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un humoriste qui me fait mourir de rire. Je reçois Emric Lompré. Comment ça va? Ça va, ça va. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Je regrette un peu, mais bon, d'accord. Ça fait plaisir. Est-ce que toi, tu es un consommateur de podcasts? Ouais, mais j'écoute j'écoute que des faits divers, des podcasts de faits divers. Ok, si jamais des podcasts d'humour? Non, non. J'en ai écouté un peu des tiens, du coup. J'ai écouté celui avec Dedo, Ouais. et ça m'a pas du tout convaincu, hein, pas du tout eu envie d'en écouter d'autres, quoi. Ok. C'est pas de ta faute, hein, c'est la faute de Dedo. Ah d'accord, pourtant lui te recommandait dans l'épisode. Ouais, mais c'est parce qu'il cherche il cherche des plans, parce qu'il a plus rien, lui. Bah ouais. Mais d'ailleurs, j'ai entendu dans les interviews que toi, tu consommais peu d'humour et tout ça. Est-ce que c'est toujours le cas actuellement? Ouais, je consomme un peu de stand-up parce que j'aime pas du tout voir des spectacles d'humour à la télé. Ok. Je préfère aller les voir en vrai. Mais par contre, je vais en voir régulièrement, hein. Et je suis pas un consommateur d'humour comme tous ces connards d'Américains, ouais. Et est-ce qu'il y a un spectacle que tu as vu récemment qui t'a vraiment plu? Et ben écoute, là, il y a 3 jours, j'ai vu le nouveau spectacle de Pierre-Emmanuel Barré. Et super génial, super génial. On va essayer d'aller voir ça alors. Et le 2 septembre, tu as repris les chroniques sur France Inter. Est-ce que tu étais Oui, content de reprendre? non, non, j'aime pas trop travailler. Et après, l'équipe est cool et les invités, c'était Ayam, donc c'était une émission plutôt cool. Est-ce que cette saison, tu penses changer quelque chose à tes chroniques? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux améliorer ou... D'articuler un peu mieux, essayer de faire des trucs un peu plus sur l'actu pour que ça se voit moins que je me fous de leur gueule. Ok. En tout cas, j'ai bien aimé la première de la saison. Je l'écoutais Ah. juste ici avant de faire le podcast. Tu m'as dit j'ai 15 minutes de retard. Je dis bon, faut que j'occupe ce temps. Merci beaucoup. Merci à toi. Comme je te l'ai dit dans le podcast, je vais revenir sur un peu tout ton parcours et ce que j'aime bien faire pour commencer, c'est remonter le temps avec mes invités. Donc toi, tu es né le 17 mars 1988. Tu as grandi à Neuville-en-Ferin dans le nord de la France. Ouais. Est-ce que enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle ou pas spécialement? Je pense pas que j'étais quelqu'un de drôle. En tout cas, j'étais introverti, donc peut-être que j'étais drôle, mais genre avec moi-même, quoi. Ou mes 2, 3 copains. Mais j'étais pas le rigolo de la classe. Ok. Tes parents étaient des gens drôles? Oh non, j'étais d'un ennui. Si, après, quand on est petit, c'est rare de vraiment rigoler avec ses parents. Non, c'est des gens drôles, mais pas plus que ça. Ils me faisaient rire quand ils fermaient la vitre de leur voiture, quand un Roumain y passait ou un truc comme ça, quoi. Que vous alliez voir des spectacles d'humour, ou vous en regardiez à la télévision ou pas du tout, c'était pas le genre à la maison? Non, pas trop. Je suis juste allé voir une fois avec mon père Franck Dubosc. C'est le premier spectacle que j'ai vu. Ça t'avait plu? Ouais, j'avais adoré. J'ai trouvé ça incroyable. En plus, Mais c'était dans un zénith et tout, c'était incroyable. et est-ce qu'en voyant ça, tu t'étais dit ah j'ai envie de faire ça ou pas spécialement? Non, pas du tout, non, non. Non, ça me paraissait vraiment inatteignable. Mais je ferais jamais de zénith d'ailleurs, je pense. Pourquoi pas, c'est possible. Non, même si j'avais assez de gens pour venir me voir, je pense qu'un spectacle d'humour, ça se passe pas dans un zénith. Compliqué. Ok, tu préfères dans une plus petite salle? Ouais, ouais. Moi, je pense que 400-500, c'est très bien, tu vois. Ok, parce qu'il me semble que tu avais fait la première partie de Blanche dans un zénith. Ouais, mais alors là, c'était pour la Fondation Abbé Pierre. Donc, il y avait un vrai intérêt à jouer là-bas, quoi. C'était Ok. vraiment pour ramener des sous à la fondation. Mais ça t'avait pas plu spécialement de jouer devant autant de gens dans un grand stade comme ça? Déjà, non, c'est un peu compliqué. Et en plus, quand t'es une première partie, c'est d'autant plus compliqué. Ok. Parce qu'il faut faire rentrer tout le monde. Vous en regardiez à la télévision ou pas beaucoup de Non, l'humour? mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de propositions non plus, hein. Il y Mhm. avait, il y avait Gad Elmaleh,
il y avait Roland McDan. Et à la télé, non, il n'y a pas eu, en France, il n'y avait pas beaucoup de spectacles d'humour à la télé. Tu regardais beaucoup des comédies ou ce genre de choses ou vraiment pas spécialement, plus que le reste, quoi, je veux dire. Non, pas spécialement, non, non, non. Ok. Et t'es pas mal cette question. Mais je sais que tu as commencé la scène en interprétant Kiki le kiwi à 8 ans dans la fête de fin d'année de ton école. On dit 8, hein. Ah, c'est parti, ça y est, on critique la façon de prononcer des Belges, c'est Ah parti. ouais, j'en peux plus des Belges, là, putain. Ouais, bah, la première fois que je suis monté sur scène, c'était à la fête de l'école, quoi. Et Mhm. j'étais Kiki le kiwi. J'ai lu dans une interview, donc c'est là que tu attrapes le virus de la scène et que tu connais ton premier chagrin d'amour. On dirait le pitch d'une série. Non, mais en fait, il faut savoir aussi que je dis n'importe quoi dans les interviews. Il n'y a rien qui est vrai, je pense. Et est-ce qu'aujourd'hui tu vas raconter un peu de vérité ou pas trop? Bon, je vais essayer de faire le maximum de blagues, non? C'est ça l'objectif. Tu fais ce que tu veux. Non, je vais essayer d'être le plus sincère possible. Ça marche. Et au collège, j'ai entendu que tu refaisais les sketchs de Franck Dubosc et tout ça à l'école. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, l'idée d'être humoriste commençait à naître ou vraiment pas? C'était juste pour le plaisir de refaire les Non, sketchs? non, c'était vraiment juste pour le plaisir. Et en plus, je crois que j'étais pas très bon. Donc, non, non, c'était vraiment juste pour le plaisir. Je savais pas du tout ce que je voulais faire quand j'étais au collège. Et au lycée, tu fais du théâtre dans une troupe amateur qui s'appelait Farfadet et compagnie. Le nom est déjà génial. Ça, c'est vrai, par contre. Et je pense que tu étais entré d'ailleurs pour pécho une meuf, il me semble. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était inscrit à un groupe de théâtre et du coup, si je voulais la voir en dehors de l'école, bah, il fallait que j'aille là-bas. Donc tu vois, les questions sont bof, mais les recherches sont bonnes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai Et, réussi à la pécho. ah bah félicitations. Elle Ah, était putain. pas d'accord, mais bon, pour moi, c'est... Qu'est-ce que tu as aimé dans le théâtre quand tu as commencé à en faire et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire du théâtre? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, au début, pas d'argent, hein, bien sûr, mais ça m'a apporté. Bon, non, c'était du kiff, quoi, comme faire du. Je faisais du basket aussi, donc c'était juste pour le plaisir et ça m'a apporté aussi. Bah, c'est cool d'entendre des gens qui rient quand t'es sur scène, quoi. Ok. Un peu comme quand t'es dans un barbecue et tu fais des blagues et les gens rigolent. Oui, c'est Je suis nul en comparable. comparaison. Tant que tu fais rire des gens, t'es content en gros. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je Voilà. crois que je préfère même faire rire les gens dans la vie que sur scène. Sérieux? Ouais, je pense, ouais. Moi, je crois que je préfère encore sur scène, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que tu fais de la scène aussi, toi? Ouais, pas en professionnel puisque j'ai un job sur le côté. Prof de langue, anglais-néerlandais. Oh la vache. Putain, le néerlandais, c'est chiant, c'est les moches. C'est pas souvent réputé pour sa beauté, mais moi j'aime bien. J'ai plein de problèmes, mais ici on parle de toi. Vas-y. Quand je ferai un podcast que j'aurai du temps à perdre, je t'appellerai aussi. Ça marche. Après tes études secondaires, tu fais une classe prépa HEC qui va te dégoûter des études. Mais pourquoi Ouais. tu avais envie de faire ça au départ? Bah, parce que j'étais plutôt bon élève au lycée. Et du coup, j'ai suivi la voie que je pensais être la meilleure pour avoir un bon taf. Après, j'ai fait 6 mois de classe prépa et j'ai définitivement arrêté les études, quoi. Ils m'ont dégoûté. Quand t'es dans une classe avec 29 capitalistes, dont le prof, très vite, ça devient chiant. J'avoue que c'est pas vraiment là où on t'imagine. Non. Non. Comment ça a été pris par ta famille le fait que tu arrêtes les études? Pas très bien, parce que je peux comprendre. Non, ça n'a pas été très bien pris. Et d'ailleurs, toujours pas, hein. Ils espèrent encore que je reprenne les études, là. Il va falloir que je leur dise. Non. Non, ça a pas été très bien pris, mais ce que je peux comprendre, quoi. Moi, je sais pas si. Bon, moi, je pense que je l'accepterais si mon enfant faisait du théâtre, mais je pense que c'est pas un truc hyper rassurant, quoi. Et toi, quand tu arrêtes les études, tu ressens comment ça? T'es en stress de pas trouver du boulot? Ou tu te dis non, je vais trouver autre chose? T'es comment à Non, ce ça moment-là? va, c'est cool parce que j'avais un taf, j'ai vite trouvé un taf, donc du coup, j'avais pas trop ce problème-là. J'étais animateur en village vacances, c'était Géo. Et ça te C'était la plaisait? question suivante? Non, non, non. Après, pour moi, tu étais préparateur de commandes pour une enseigne de prêt-à-porter qui faisait de la vente par correspondance. Exactement, j'ai fait ça aussi, ouais. Je travaillais à l'usine pendant 2 ans. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à devenir de gauche. C'est ça qui t'a donné envie d'écrire? Ouais, Ok. exactement. Tu disais c'est la misère sociale qui t'a donné envie d'écrire et de jouer et de faire rire les gens. Putain, elle devait être vraiment très chiante cette interview. C'est presque Ouais, sûr. mais c'est vrai que ça m'a donné des idées de quand j'ai vu la condition ouvrière que je connaissais pas du tout, parce qu'on nous l'apprend pas à l'école et tout. C'est là que ça m'a donné envie d'écrire un premier sketch sur ça, sur les ouvriers, quoi. Tu t'es tout de suite dirigé vers l'humour, tu aurais pu faire du théâtre parce que tu étais plus dans ce milieu-là au départ, mais tu as voulu directement te diriger vers l'humour. Bah, comme je suis pas bon comédien, je pense que l'humour, c'est plus pratique. Ok. Ta toute première scène, tu l'as fait à une scène ouverte au Moonlight, qui était une pizzeria de Lille. Ouais, une Euh, pizzeria de Lille, ouais.
ta grande sœur qui t'y entraîne de force. Comment tu sais ça, toi, putain? Mais je Oh, sais on dirait tout. que c'est les enfants de la télé. C'est ça, sauf sans les vidéos. C'est moins gênant. Et il y a moins de gens qui le voient. Bah là, vous ne pas qu'il y ait la vidéo où ma sœur me suce, parce que c'est vraiment, ça aurait été très gênant. Exactement. Et on jouait un sketch et on avait le droit à une pizza offerte. Donc, Magnifique. todo bueno, quoi. Comment t'as vécu ta toute première scène? C'est vraiment là où j'ai kiffé le plus, quoi. C'était un sketch. Mais après, il y avait beaucoup de potes dans la salle et tout, mais c'était incroyable, quoi. C'est incroyable que les gens riaient comme ça et tout, c'était trop bien. Mais t'étais comment avant la scène? T'étais très stressé ou t'étais à l'aise? Comment tu ressentais ça un petit Je peu? m'en souviens plus parce que j'ai dû picoler ça à fond depuis, mais je crois pas que j'étais stressé, non. Non, j'étais content et parfois j'essaie de retrouver le fait d'être content de jouer, quoi. Pas toujours le cas, mais là, c'était génial. T'es pas toujours content d'être sur scène? Bah non, dès que je vais jouer en dessous de Lyon, tu vois, déjà j'ai pas envie. Et pareil pour la Wallonie, quoi. Heureusement que tu as dit, j'ai essayé d'être le plus sincère possible. Je suis perturbé parce qu'à chaque fois, les gens me répondent premier degré à tout, et toi, t'es le premier qui prend tout. Et en plus, les gens savent pas, c'est que je suis nul à la caméra, quoi. C'est ça qui est perturbant. Moi, ça va parce que je n'ai que ta tête. Donc, pour le moment, tu pourrais l'être, ça irait, tu vois. Ouais, on finira l'interview, c'est ma bite qui va parler, tu vas voir. Comment je suis censé faire des questions après ça? Donc, le sketch que tu fais pour la première fois au Moonlight, où tu parles de Nicolas Sarkozy, il me semble, dans ce sketch, tu vas retravailler ce sketch-là, et tu vas même le présenter à Paris à des auditions qu'organisait le Point Virgule. Ouais, le 30 points, ouais. Alors, comment ça s'est passé? Échec, gros échec. Très très gros échec. Et j'avais invité en plus ma copine du théâtre que j'avais pécho. Elle m'avait vu bider, mais vraiment le bide, ultime bide, quoi. Donc très très mal passé. Et tu penses que c'était dû à quoi ce bide? Qu'il y avait moins de copains dans la salle. Et que le sketch, je m'en souviens plus trop, mais je crois qu'il devait être assez nul. Et puis Paris, c'était hyper impressionnant de jouer à Paris, quoi. Ouais, sur le coup, là, t'étais plus détendu du tout. Non, ouais, non, du coup, là, sur le coup, donc plus de plaisir du tout. Ouais. Je me souviens, il y avait Baptiste Le Caplin, Malik Bentala, ouais, qui eux étaient déjà des machines de guerre, quoi. Donc c'était un peu dur. Est-ce que le fait de jouer devant ces gens-là, ça t'a donné envie après de retravailler et de continuer, ou au contraire, t'as eu du mal à continuer à écrire Non, et à ça te m'a donné relancer? envie de travailler, quoi. Puis en plus, il y avait Antoinette, donc, qui est assez sympa là-dessus, elle donne des conseils, des machins. Donc, non, ça m'a donné envie de retravailler, mais peut-être de moins jouer à Paris, quoi. D'arriver à Paris un peu plus costaud. Ok, maintenant, ça va mieux, Paris? Ah ouais, bah Paris maintenant, vraiment, je les considère vraiment comme des bouseux, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, mais donc après ce sketch et cet énorme beat, tu rentres sur l'île, là tu travailles 5 minutes de plus, 5 minutes de plus, jusqu'à avoir ton premier one-man show qui s'appelait Emric en vrac, que tu joues à la péniche du pianiste de Lille. De quoi parlait ce premier spectacle? Je dirais vraiment que je suis né en 1960. Ça a parlé, putain, je crois que ça a parlé de l'école. Comme beaucoup de premiers spectacles d'humoristes, hein, ça parle de l'école. Putain, je sais plus. Et je crois qu'il y avait des sketchs. Je faisais un sketch où c'est un mec en fauteuil roulant qui faisait du stand-up. Il y avait ça. Et il y avait un enterrement dans une église. Enfin, ouais, c'était en vrac, quoi. C'est pour ça. Et comment c'était reçu par le public? Franchement, super. Quand je jouais à Lille, c'était super. Et après, tu as écrit un deuxième spectacle qui s'appelait Souriez, vous êtes sûrement filmé. Alors, c'était exactement le même spectacle, mais avec un titre différent, je crois. J'ai plein de noms de spectacles sur le parcours, mais je ne sais pas si c'est des spectacles différents à chaque fois ou c'est juste le nom qui change. Je crois que j'ai eu 18 affiches et 12 titres. Parce qu'au début, tu sais, tu travailles comme un artisan, quoi. Je me rendais pas compte qu'il fallait déjà être professionnel, tu vois. Je faisais un peu n'importe quoi. Ensuite, à Lille, tu fais la première partie de Shirley Soignon, qui Ouais. était une des humoristes récurrentes de l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2, donc animée par Laurent Ruquier pour ceux qui n'ont pas vu l'émission. C'est elle qui t'a aidé à entrer dans la saison 2 de l'émission, il me semble. Ouais, exactement. C'est elle qui Ok. m'en a parlé, ouais. Et donc, tu fais toi ta première télé dans une émission qui est regardée par plusieurs millions de gens, devant un jury, un public qui te donne des notes, avec un thème qui est la 3D débarque à l'école. Tout ça pour ta première télé. Est-ce que c'est pas un petit peu de la folie de faire ça pour sa première télé? Je pense que c'était complètement. Parce qu'en plus, c'était nul. Je me souviens, j'avais pas dormi, je m'étais mis une caisse la veille. Ah, je te jure. Et je crois même que j'étais allé au pute. Et si, mais c'est ça qui est cool en fait quand tu démarres dans ce métier, je pense que t'es vraiment plein d'énergie quoi. Je parle pour jouer, pas pour aller au pute. Hein. Et je crois que c'était de la folie, mais c'est ça qui était cool. Je pense que je me rendais pas compte de l'impact que ça aurait pu avoir.
Comment ça s'est passé, cette première émission pour toi? Ouais, c'est vieux, mais je crois que j'avais eu la moyenne ou un truc comme ça. Et du coup, j'avais été pris pour la deuxième émission. Mais je crois que j'avais réussi à caser un sketch de mon spectacle. Donc ça avait plus ou moins fonctionné, tu vois. T'as fait 2 saisons dans l'émission, t'as été éliminé plusieurs fois et t'as joué 40 sketchs. Mais oui, en fait, j'étais vraiment le mec qui était à chaque fois éliminé et repêché par le public. Parce que je faisais de la peine, je pense, un truc comme ça. Honnêtement, il n'y a pas que des sketchs incroyables, on est d'accord. Il y a vraiment quasiment que de la merde. Ce qui revient d'ailleurs souvent dans tes commentaires de vidéos, c'est waouh, quelle progression depuis cette période-là. Ouais, putain, je lis jamais les commentaires, mais oui, bah oui, ça aurait été vraiment très. Je pense que si j'avais gardé le même niveau, je serais pas en train de faire un podcast, je pense là. Je t'aurais peut-être pas invité, je suis d'accord. Mais il y avait quand même des bons sketchs. Tu as même eu ton meilleur sketch qui a une cote de 88 sur 100. Pas mal. Ouais. Qu'est-ce que tu aimais dans l'émission et qu'est-ce que tu n'aimais pas? Ce que j'aimais, c'était le challenge. Parce qu'après, on devient un peu addict aux notes et tout, tu vois. Donc, j'aimais bien aussi le fait que c'était bien payé. Ce que j'aimais pas, c'était le stress que ça engendrait, quoi. J'ai jamais été aussi stressé de ma vie. Et c'était vraiment très, très stressant. J'ai entendu que tu disais que l'émission, c'était bienveillant. On te demandait par rapport au jury, tout ça, parce que tu as quand même un jury qui te met une note directement après ton passage. Le public fait pareil. Mais quand t'entends Isabelle Mergo, qui à la fin d'un de tes sketchs te dit « Je m'ennuyais depuis déjà longtemps », directement dans ta face, c'est quand même dur. Comment tu vivais ça? Bah, de la part de quelqu'un dont la tête fait la taille de 2 fois son corps, je crois que je m'en battais un peu les couilles. Et oui, c'est vrai qu'elle avait une dent une dent avec un cheveu dessus, contre moi, quoi. Mais je m'en foutais un peu du jury. Moi, ce qui était important, c'était que Ruquier m'aime bien et le public dans la salle, quoi. Ah, pourquoi Ruquier en particulier, t'aimes bien ce qu'il fait? Je trouvais que c'était un mec plutôt sympa. Ça me faisait kiffer de le faire rire. Puis je trouve qu'il a du talent et tout dans ce qu'il fait. Et surtout, faire rire le public derrière, quoi. C'était cool. Ouais. Comme dans une vraie salle de spectacle. Est-ce que tu te rappelles du sketch qui, pour toi, était le meilleur que tu as fait dans l'émission? Je pense que c'est mon premier sketch où ça a vraiment marché. C'était en prison pour téléchargement illégal, un truc comme ça. Mm-hmm. Et c'était la première fois que je faisais un personnage et ça avait vraiment bien marché. Et c'est là où j'ai eu un peu ma place garantie pour 10-15 émissions, quoi. J'ai essayé de revoir toutes les émissions qui sont disponibles. Et je crois que celui qui m'a le plus plu, c'est Mon poisson est garanti sans OGM. Oui. Où je parle avec mon poisson, c'est ça? Oui. Mais comment parce que j'ai tous supprimé les sketchs. Ah, ben, il en reste encore. C'est vrai? C'est pas On ne demande qu'à en rire, c'est un autre qui les a republiés. En tout cas, j'en ai regardé quelques-uns, ouais. Ah, merde. Il reste celui-là que tu parles dans le futur, t'es dans 2050, quelque chose comme ça, et tu parles du futur. Et il reste toi, et une pandémie, d'ailleurs, je me suis dit, c'est super drôle. Et tu parles avec ton poisson, vous êtes les 2 derniers survivants, je pense. Ouais. Il aurait pu être mieux si j'avais eu un mois pour le travailler, quoi. Donc, ouais, il y en a eu des biens, mais il y a eu beaucoup de merde. Beaucoup de merde. Ce que je trouve dans l'émission, dans les quelques vidéos qui restent, qui n'ont pas encore été supprimées, c'est que les passages qui sont les mieux, je trouve, c'est les moments où tu fais vraiment du stand-up. Tu parles directement au public et tu coupes le sketch et tu fais vraiment des phrases qui pourraient être dans un sketch de stand-up, je trouve. Ah ouais? Donc, c'est mon analyse. D'ailleurs, c'est à quel moment que toi, tu as fait ce switch de passer de plus des sketchs à vraiment uniquement du stand-up? Putain, je sais plus, c'est tellement vieux. Et comme je picole vraiment un jour sur 2, là... je sais pas, je pense qu'on testait un peu tout. J'avais un co-auteur, on testait un peu tout et n'importe quoi. Je crois pas qu'on cherchait un style, mais plutôt un bon sketch. Ok. On s'est pas dit on va faire un style, quoi. Et puis le stand-up ne marchait pas très bien dans l'émission. Non, c'est vrai que c'était pas le truc le plus populaire. Il y avait quelques-uns qui le faisaient comme Verino. Ouais, qui le faisait bien. Qui disait aussi que c'était pas le meilleur truc à faire dans l'émission, mais il a insisté parce que c'était lui, quoi. C'est pas le truc qui marchait le mieux dans l'émission parce que le jury ne comprenait pas c'était quoi le stand-up. Ouais, ils avaient 108 ans, quoi, donc... De moyenne, en général, oui. Oui, c'est moyenne. Hein. Et en parallèle de l'émission et après l'émission, comme tu avais une petite notoriété avec l'émission, ça t'avait permis d'avoir ton statut d'intermittent, ce qui est quand même fameusement une bonne chose en France. Exactement. Et ce qui a fait que tu as été booké dans plusieurs salles et tu as joué des spectacles. Alors, il y a plusieurs titres. Il y a Les Marionnettes, Le Cabaret de l'Info, le spectacle présent. Je sais pas si c'est le même spectacle ou si, encore une fois... Le Cabaret de l'Info, c'était avec une troupe, on faisait ça. Ok. Donc, rien à voir. Les Marionnettes... Putain, je savais même plus que c'était ça, les Marionnettes. Non, si c'est plus ou moins... Ça a toujours été le même spectacle. Pendant 8 ans, j'ai plus ou moins joué la même chose, quoi. En fait, là, je joue mon deuxième spectacle actuellement. Il y a 8 titres pour le premier et 1 pour le deuxième. Ouais, c'est ça. La professionnalisation, tout simplement.
Bah, tout à fait. Comment tu décrirais ta vie après l'émission Demande qu'à en rire? Est-ce que ça avait vraiment changé beaucoup de choses ou pas tant que ça au final? Bah, c'est devenu mon métier, dans le sens où j'avais mon statut d'intermittent. Et puis, ouais, c'était un peu cool parce que les gens me reconnaissaient un peu dans la rue, tu vois. Donc, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais. Non, c'était cool dans le sens où c'est devenu mon taf, quoi. Et que j'avais un peu de thunes, donc c'était cool. Encore une fois, j'ai mis Tu repars avec un nouveau spectacle, mais donc là, c'est trop pour moi. Donc, c'est le même spectacle qui se professionnalise. Ouais. Tu fais les Open du Rire, de Rire et Chanson. Tu gagnes plusieurs prix dans plusieurs festivals d'humour à ce moment-là. Est-ce que tu aimais ça, participer au festival d'humour et tout ça? Ouais, j'adorais ça, ouais, parce que c'est toujours sur 2, 3 jours et tout, et c'est plutôt la fête. C'est cool. Et je pense que c'est à ce moment-là que tu faisais le sketch sur la prostituée. Ouais, c'est vrai que j'ai un sketch sur la prostituée, ouais. Ouais. Que je trouve celui-là il est vraiment, vraiment bien écrit, vraiment beau. Je l'aime beaucoup. Ah, merci, merci. Mais c'est vrai que c'est plus du tout ce que je fais maintenant. Maintenant, c'est assez vulgaire. C'est vrai que c'était un peu plus, comment dire, un peu plus poétique, quoi, je pense. Bah, c'est un sketch de personnage parce que tu joues une prostituée, mais je trouve que c'est assez fin et assez bien écrit. C'est le podcast du compliment, hein, j'en fais tout le temps. Oui, j'ai vu, t'en as même fait à Yacine Bellouz, donc c'est pour dire. Non, que j'adore, que je trouve que c'est un des mecs les plus drôles du monde. Et je trouve aussi. Et un des plus gentils du monde, c'est impressionnant aussi. En 2016, tu pars en tournée pendant un peu plus d'un an avec la troupe des Insolents, qui est quand même composée de Blanche Gardin, Pierre-Emmanuel Barré, Bruno Osler, Antoine Chomsky et Dedo. Comment ça s'est fait, cette troupe? Comment ça a démarré? En fait, c'est les prods de chacun qui ont voulu faire un plateau d'humour noir. Moi, je connaissais personne. Et eux se connaissaient déjà un petit peu, je crois. Ils nous ont réunis pour monter un plateau d'humour noir. Ça a plutôt bien marché, dans le sens où on a fait une tournée après et tout, quoi. Comment tu as vécu cette expérience de pouvoir tourner avec eux, avec des génies de l'humour Ouais, clairement? c'est clair. Bah, pour moi, ça a été. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais peut-être arrêté. Que j'étais vraiment dans le dur et tout, j'avais plus rien. J'arrivais pas du tout à écrire des bons trucs. Et eux, ça a été, bah, comme tu dis, quoi. C'était vraiment la crème. Blanche commençait vraiment à devenir ce qu'elle est devenue. Cette année-là qu'elle a reçu le Molière, Ouais. Et le quand même. deuxième Molière l'année d'après. Enfin, pendant la tournée, elle avait 2 Molières, quoi. Rien que ça. Pierrot, lui, était déjà au top. Chomsky, super. Dedo, super. Et Bruno aussi. Je pense que c'est à partir de là où ça a commencé à décoller pour moi. Et tu penses que c'est dû principalement à quoi, ce fait que ça a décollé à ce moment-là? C'est grâce à eux, le fait de les voir travailler, ou c'est Ouais, toi ouais, c'est qui... ça, les voir travailler, les voir assumer des vannes, et surtout travailler, ouais, être hyper sérieux dans ce qu'ils faisaient. Et puis donner plein de conseils et tout, quoi. Et puis moi, ça m'a donné un peu une légitimité dans le sens où être avec tout cela, c'était plutôt assez prestigieux, quoi. Et c'était comment l'ambiance un petit peu parmi la Festif. troupe? Est-ce que c'est festif? À part Dedo qui n'aime pas faire la fête, hein, c'était assez festif. Peut-être un peu, même parfois trop festif. La tournée s'est arrêtée parce que nos médecins nous ont demandé d'arrêter la tournée. Dans le spectacle, vous faisiez chacun des extraits de votre spectacle, mais vous aviez aussi des intersketchs en commun, Ouais. dans un style humour noir et bien absurde. C'est comment d'écrire des sketchs avec eux? Ça se passe comment? Bah, moi, je me mettais un peu en retrait parce que je les laissais un peu écrire. Mhm. Mais à chaque fois, j'arrivais à avoir un bon clown sur scène, donc c'était super cool. Mais j'étais pas trop dans l'écriture, moi. C'est plus Pierrot, qui était pas mal aux manettes dans l'écriture, quoi. Mais il me donnait des bons rôles sur les inters et j'étais plutôt pas trop mauvais. C'est pas pour dire, mais à la fin, j'étais peut-être celui dont les gens se souvenaient le plus. Non, il y avait des sketchs collectifs incroyables. Pour nous, hein, pour le public, c'était insupportable. Mais pour nous, c'était vraiment rigolo. Moi, je Est-ce jouais qu'il nu sur scène. Ouais, ouais, il y ouais. avait des... C'est incroyable. Ouais, j'étais nu. Ouais. Est-ce qu'il y a un sketch en particulier qui t'a marqué que vous avez fait ensemble? Ouais, on avait un sketch final, ça s'appelait la rollerie. Et c'est en fait, c'est le syndrome de la rollerie. Moi, j'étais le bébé et je naissais avec des rollers à la place des pieds. Et au fur et à mesure dans ma vie, je commençais à savoir en faire et tout. Et donc, moi, comme je sais faire un peu de roller et tout, j'en avais un. Donc, j'étais en couche culotte et je naissais et je savais pas trop faire de roller et tout. Donc, je me cassais la gueule. Et là, il y avait une chanson derrière et au fur et à mesure où ça avançait, je faisais des trucs pas mal en roller et ça, c'était cool. Les gens étaient un peu impressionnés, j'ai envie de dire. Mais je crois que c'est Tania Dutel qui m'a dit qu'elle avait joué dans un Mais spectacle c'est où tu celui-là. faisais ça. Ah, ok, mais c'est parce qu'elle n'était pas dans la troupe des Insolents, c'est pour ça que... Non, mais elle avait remplacé Blanche Ah, ok, sur une date. ok, je crois que c'était au Festival de Paris, il me semble. Oui, voilà. Et en plus, c'était pas les Insolents. Ouais, en fait, c'était un plateau et on avait fait ce sketch en plateau avec Pierrot. Il y avait Oldelaf, Pierrot, Dedo. Non, il y avait Oldelaf, Tania. Ok, Bouna et Mine aussi.
Pierrot et moi. Si je me rappelle bien, il y avait même une ambulance qui était à la sortie de la salle. Ouais, on avait fait croire que j'étais mort sur scène et tout. Et je crois que tu restais mort sur la scène jusqu'à ce que les gens quittent la salle pour. Ouais, pendant 30 minutes, je restais allongé sur la scène en attendant que les gens y partent. Et tu étais payé pour ça. C'est quand même beau l'humour. Je sais même pas si j'étais payé. Et grâce à cette tournée donc avec Les Insolents, tu t'es lié d'amitié avec Pierre-Emmanuel Barré. Et c'est après cette tournée que tu lui demandes d'écrire avec toi et de retravailler ton spectacle, il me semble. Ouais, c'est lui qui veut absolument, c'est pas moi qui demande. Comment est-ce que vous procédez pour travailler ensemble, pour retravailler ce spectacle? On passe au Super U, on achète une bouteille de Ricard. Non, comment on bosse? C'est vrai qu'on est devenus potes. Et du coup, on se croisait, j'allais chez lui, souvent j'allais chez lui. Et on bossait, on trouvait des blagues au fur et à mesure, quoi. Mais moi, j'avais déjà un spectacle plus ou moins déjà écrit, c'est l'actuel, là. On a juste fait des travaux de trouver des blagues en plus, quoi. On n'a pas réécrit complètement la trame. Je pense qu'à la même période, tu fais les premières parties de Blanche Gardin et de Pierre-Emmanuel Barré. Est-ce que le public de Blanche et le public de Barré, est-ce qu'ils te recevaient bien? Est-ce qu'ils acceptaient ce que tu faisais ou c'était difficile pour toi? Non, non, ils ont vraiment les meilleurs publics du monde. Entre le public de Blanche et le public de Pierre-Emmanuel, il y a peut-être deux classes sociales d'écart. Mais non, non, ils étaient super. Et ils étaient super parce que Blanche et Pierrot m'accueillaient aussi très bien, quoi. Ils me mettaient vraiment en valeur sur leur spectacle. J'étais pas qu'une première partie, j'étais une valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Ben voilà, clairement. Si je devais te demander sur toutes les scènes que tu as faites de ta vie, quelle serait la meilleure et quelle serait la pire? La meilleure scène, je pense que c'est actuellement à l'Européen, à Paris. Ça, c'est vraiment une salle de ouf. Ah, ça a été aussi comme Tania disait, le truc au théâtre Antoine, quoi. Je crois que j'ai jamais entendu une salle rire autant au sketch de la Roller Hit. Et vraiment, les gens étaient dingues. C'est le genre de sketch que rien que le pitch du sketch est déjà très drôle. Donc je pense que le sketch en lui-même devait être vraiment pas Ouais, mal. puis on était avec Oldelaf, je sais pas si tu vois qui c'est Oldelaf, mais Oui, je vois bien. à la guitare, il fait ce qu'il veut, donc c'est vraiment génial. Et la pire scène, ça doit se passer en Suisse, parce que vraiment, les Suisses, c'est vraiment les fils d'eux. Ah, la pire scène, c'est peut-être en première partie de Pierre-Emmanuel Barré, où il y avait des gens bourrés dans la salle qui commençaient à parler et tout, et j'ai entendu un ta gueule très très fort, et donc du coup, j'ai arrêté ma première partie au bout de 5 minutes. Et c'est après que je me suis rendu compte que le ta gueule était pas pour moi, mais pour celui qui était bourré dans la salle. Mais c'était horrible parce que je mettais Pierrot dans de mauvaises conditions, et du coup, ça me faisait chier. Il a passé pour lui derrière ou... Ça s'est bien passé, je pense qu'il a. Oui, oui, ça s'est super bien passé. Mais après, c'était à Bayonne, donc dès que tu joues dans le sud, les gens, tu sais, la culture, c'est pas leur truc, quoi. Ah, c'est vrai, ils sont plus beach volley ou ça comme ça. Ce qui est bien, c'est que dans le podcast, depuis le début, je pense qu'il y a personne qui a jamais rien dit qui pourrait me poser des problèmes. Et dans cette interview-ci, ça n'arrête pas. Génial. Ouais, je suis comme ça, moi, je suis un rebelle. Ensuite, tu as commencé à roder une Tu veux première qu'on parle version des de ton nouveau spectacle. Tu as rodé une première version de ton nouveau spectacle dès mars 2017 et tu l'as joué à Avignon en 2019, il me semble. Où Ouais. tu présentes là la dernière version qui est la version actuelle du spectacle qui s'appelle Tant pis, avec lequel tu tournes actuellement. De quoi Ouais. il parle ce spectacle? En fait, c'est un documentaire sur les porcs épics. Et du coup, la plupart du temps, j'arrive pas à aller au bout de ce documentaire pour diverses raisons. Et j'explique pourquoi dans le spectacle, pourquoi j'arrive pas à terminer ce spectacle sur les porcs épics. C'est un faux spectacle dans le sens où très vite ça se transforme en stand-up plus ou moins classique. Il n'y a pas un sujet particulier, quoi. Mais t'abordes plein de choses, sur un petit peu tout, ou tu parles essentiellement de toi? Il n'y a rien de vrai sur moi. Franchement, c'est compliqué. C'est pas tant les sujets qui est intéressant dans le spectacle, c'est plus l'humeur, quoi. C'est plus le personnage que j'ai de gros connard, beauf et vulgaire, quoi. Mais les sujets sont... Il n'y a pas des sujets vraiment hyper précis, quoi. J'arrive jamais à répondre à ces questions en interview, ça m'emmerde. Désolé. C'est pas de ta faute, c'est de la mienne. C'est que je bosse ça, quoi. Ton- Ça ton parle du spectacle- quotidien et de ses travers? Le quotidien et ses travers, tu peux l'utiliser pour plein Et des d'interviews, juifs. Ça ferait un bon titre écrit en plus petit juste en dessous, j'aimerais beaucoup. En 2018, tu as fait des chroniques pour Touche pas à mon poste aussi, dans l'émission On refait la semaine de Jean-Luc Lemoyne. T'en as fait qu'une seule? Mais je l'avais bien aimé, pourquoi qu'une seule chronique? C'était pour Jean-Luc Lemoyne, il est super sympa. Mais là-bas, c'est pas possible. C'est vraiment c'est l'enfer sur Terre, quoi. C'est la télé à pousser à son paroxysme et il y avait rien de bienveillant dans ces studios. J'ai arrêté, mais je pense qu'il m'aurait pas demandé de continuer très longtemps parce que c'était pas vraiment mon public.
Et je pense que je suis bien mieux à la radio maintenant, quoi. Mais j'avais bien aimé la chronique, je l'avais trouvée bonne. Enfin, Bah, merci beaucoup. Ouais. après, en 2019, tu joues ton excellent sketch On n'est pas obligé d'être heureux au Festival de Montreux, que j'adore. La vidéo est disponible sur YouTube pour ceux qui veulent aller la voir et elle totalise 1 845 000 vues quand même. Ouais. Ah ouais, ouais. Comment t'as vécu Montreux? Je crois que c'est la première fois où je monte pas sur scène sous. Et c'était le truc à ne pas louper. Et je pense que je l'ai pas loupé. Enfin, j'ai pas trop regardé la vidéo, mais sur scène, c'était incroyable, quoi. J'ai réussi à avoir les gens avec moi et tout, c'était cool. Vraiment bien. Les gens rigolaient quasiment tout le temps et c'était super. Mais je m'étais hyper bien préparé et surtout hyper stressé. Mais c'était peut-être d'un de mes meilleurs souvenirs de scène en sortant de scène, quoi. Ok. Où il y avait un peu toute ma production qui était. Parce que Montreux, c'est hyper important, tu vois. Si tu le loupes, bon, c'est pas très grave, mais si tu le réussis, ça peut te faire avancer. Et il y avait toute ma prod qui m'attendait dans les loges et tout, ils étaient tous très contents. Enfin, tu vois, c'était vraiment un truc collectif hyper cool. Mais dans ce sketch, tu vannes les gros, tu vannes les femmes, tu vannes les SDF, il y a les handicapés, il y a l'islam. Et pourtant, tous les commentaires sont super positifs. J'étais impressionné, je me suis dit, je vais aller voir les commentaires. Il y a plein de gens qui vont râler, qui vont dire que C'est tu peux pas dire des hétéros blancs maigres qui commentent. peut-être, ou juste que les gens ont compris que tu faisais un personnage. Ouais, je pense. Bah, déjà, quand tu vois le t-shirt I Love Kev Adams, je pense que tu te doutes que c'est du second degré, quoi. Toi qui ne vas pas voir les commentaires, il y en a quand même un que je voulais souligner, c'est quelqu'un qui dit c'est clairement un des meilleurs sketchs que j'ai vu à Montreux, bravo. C'est moi qui l'ai mis, celui-là. Je sais pas si c'est bien 1,800 millions de vues, je sais pas. Ah, c'est quand même pas mal, ouais, si. Ouais. Il y a pas mal de vidéos de Montreux avec beaucoup moins de vues et beaucoup moins bonnes. C'est un succès, alors tu dirais. Moi je dis que c'est un succès, en tout cas j'ai adoré ce sketch. Faudrait que je le repartage. Oui. Tu ne vas pas voir les commentaires, tout ça, t'as pas ce besoin de savoir ce que les gens ont pensé de ton sketch, d'avoir des retours sur ce que tu fais? Non, le retour qui m'intéresse, c'est Pierre-Emmanuel parce qu'on écrit ensemble. Non, les commentaires. Bah après, je me dis, les gens qui commentent, c'est pas forcément des gens que j'ai envie de voir dans ma salle ou. Enfin, moi, ça me viendrait jamais à l'idée de commenter une vidéo derrière mon ordinateur, donc je dis, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu des commentaires, et puis en plus, j'ai pas envie de tomber sur des commentaires qui me dépriment, quoi. Sur la vidéo sur Montreux, tu peux regarder les premiers commentaires sans problème, il n'y a que du positif. C'est impressionnant. Je te promets que j'allais chercher en me disant, bah, avec tout ce qu'il dit dans le sketch, il y a d'office des gens qui vont prendre ça au premier degré et qui vont s'énerver, mais en fait, non, les gens comprennent bien. Bon, bah, j'irai voir alors quand je dirai pas bien. Genre quand j'aurai pris du LSD le lendemain. Moi, ça, je sais pas, j'arrive pas à ne pas aller voir et ça me fait plaisir d'avoir des retours. Ça me permet d'améliorer un peu les podcasts. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de mettre un commentaire. Et ensuite, grâce à ton spectacle, il y a l'équipe de Par Jupiter, donc l'émission de France Inter avec entre autres Alex Vizorek et Guillaume Meurice qui viennent te voir, qui adorent ton spectacle et qui te demandent de rejoindre l'équipe et de faire une chronique une fois par semaine. Alors, quand ils te proposent ça, est-ce que toi, tu t'en sentais capable directement de faire ça? En fait, d'abord, ils te proposent de faire ils appellent ça une carte blanche. Ils appellent ça carte blanche, mais c'est un casting, quoi. Est-ce que je me sentais capable? Non, mais par contre, je savais que Pierre-Emmanuel peut bosser avec moi. Et à deux, je me sentais capable, ouais. Parce que lui, pour moi, c'est l'un des meilleurs chroniqueurs que j'ai jamais entendu à la radio. Du coup, avec lui, je me sentais en sécurité et capable. Ça n'enlevait rien au stress, au méga stress. Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien avec Pierre-Emmanuel pour travailler sur les chroniques? Parce qu'il est cool, à l'écoute et drôle. Et j'ai entendu que tu ne réécoutais jamais tes chroniques, mais est-ce que tu aurais une chronique préférée dans toutes les chroniques que tu as faites? Une que tu te dis, celle-là elle était vraiment réussite, j'en suis vraiment fier. Ouais, je pense que c'est quand... Enfin, c'est pas une chronique, c'est un passage où je dis que la Micronésie, ça fait Micronazie. Et après, j'imagine que le Troisième Reich, ils sont tous petits et tout. Mein Kampf, il fait 2 pages. Hitler... C'est un de mes moments préférés. Et sinon, la chronique qui a le mieux marché, c'est la grossophobie, je pense. Où là, c'était un peu comme Montreux, quoi. Je suis sorti en disant, putain, c'est cool. C'est cool d'avoir une chronique un peu référence, quoi. Pour ceux qui veulent aller écouter les chroniques, donc il y en a 68 disponibles sur le YouTube de France Inter. Allez, foncez voir ça, c'est super bien écrit. Et ce que j'adore, c'est que c'est vraiment bien joué. Parce que moi, la chronique, c'est pas souvent ce que j'aime le plus. T'as ce truc de le jouer à fond et d'avoir vraiment ton personnage qui fait une chronique. Et j'adore tes chroniques.
Merci. Pour moi, tu es dans les meilleurs chroniqueurs parce qu'il y a ce côté, je me lasse pas des chroniques. On n'a pas l'impression que tu lis un texte, que tu le joues vraiment, tu le vis, et je trouve ça toujours agréable à écouter. On peut en écouter plusieurs d'affilée sans être lassé. Putain, mais faut vraiment que tu trouves d'autres activités dans la vie. Hein. C'est quoi ton nom de scène, toi? Régis Canon. Je veux carrément te suivre. Carrément, je vais te suivre. Je fais essentiellement des podcasts. J'ai plus de podcasts prévus que de scènes, mais. Et c'est écouter tes podcasts? Ouais, ça commence à bien prendre, franchement. Trop cool. Grâce à Navo, qui l'a partagé beaucoup, et Kian aussi. Et d'ailleurs, c'est grâce à Navo que j'ai eu ton contact. Donc, merci à lui. Oui, parce que je me suis dit, c'est encore un dep qui va me proposer un podcast à la con. Et en fait, c'est Navo qui. C'est Navo qui m'a dit que c'était super cool et tout, et je lui fais assez confiance. Et merci à toi d'avoir accepté du coup. C'est bon Non, j'en ai encore des questions, si ça t'embête pas. Il reste plus grand chose, Moi, j'ai hâte d'arriver au jeu. Ah ouais, le jeu arrive. Encore quelques petites questions. J'ai vraiment un enfant que je dois animer dans un podcast. En mars 2020, donc comme tout le monde, tu dois arrêter de jouer, mais les chroniques, elles continuent. Comment t'as vécu tout ce truc de ne plus pouvoir faire de scène et tout ça? T'as fait pas mal de vidéos? Ouais, c'était pour que les gens ne m'oublient pas. Je fais des vidéos. Et aussi parce que Barry faisait des vidéos et je me suis dit, putain, il faut que je le fasse aussi. J'ai bien aimé le premier confinement. Le deuxième, un peu moins. Mais moi, ça m'a fait du bien de faire une pause de jouer un peu. Et ce qui était cool, c'est que c'était d'autant plus agréable de revenir sur scène après, quoi. Quand la scène commence à te manquer, c'est cool. Donc pendant cette période-là, t'as fait quelques vidéos face cam où tu parles un peu d'actualité et tout ça. Est-ce que on peut s'attendre à voir d'autres vidéos comme ça parce qu'elles étaient assez bonnes? Non, je pense pas parce que je trouve ça ça fait un peu pitié, je trouve, les mecs qui font ça. J'assumais pas trop. J'en ai fait une cet été parce qu'il y avait plus les chroniques, histoire de dire je suis encore là, quoi. Mais c'est pas ce que je préfère et je trouve pas ça de très bonne qualité à chaque fois, donc j'essaie d'en faire le moins possible. Moi, j'avais trouvé que les vidéos étaient pas mal. Elles m'ont fait rire. Moi, c'est le principal. Après, pendant le confinement, il y avait que ça à faire, regarder des vidéos, donc ça faisait plaisir d'en avoir, tu vois. Ouais, c'est clair. Début juillet, tu as fait la route des vannes avec Bunaimin, Verino, Donnell Jacksman et aussi deux anciens invités du podcast, Tania Dutel et Paul Taylor. Comment ça s'est passé, la route des vannes? En fait, on jouait dans des châteaux viticoles. On a fait 7 dates dans les châteaux viticoles. Donc, on descendait de Lyon jusqu'à Saint-Tropez. Et c'était artistiquement, c'était cool, c'était hyper bien organisé. Mais surtout, quand il y a autant de gens drôles dans la même pièce et beaucoup d'herbes et beaucoup de vin, du coup. C'était vraiment incroyable. C'était franchement un très très bon souvenir. Et je pense que ça va se refaire l'année prochaine. Oh. Et non, super expérience. Moi, je connaissais pas trop Boone personnellement et ça a été le coup de cœur. Parce qu'il est drôle sur scène, mais dans la vie, il est vraiment aussi drôle. Okay. Et c'est une machine à blagues. Verino, incroyable. Donnell, je lui ai pas parlé. Tania, elle était à la vaisselle, donc je lui parlais de temps en temps. Et Paul Taylor, incroyable buveur de bière. Bah oui, il est anglais. À un moment donné, il faut respecter ses origines. Et d'ailleurs, j'enregistre demain un épisode avec Verino. Donc, est-ce que tu aurais une question à lui poser ou un petit mot à lui transmettre? Je transmettrai. Est-ce que tu es vraiment heureux avec 3 enfants et Marion? Ok, je transmettrai la question. Et le numéro de son dealer d'herbe. Et est-ce qu'il Tu fais les 3 d'un coup, quoi. Oui, est-ce que je vais oser poser cette question à Verino alors que c'est la première fois de ma vie que je lui parle? Je ne sais pas, mais je vais... Ah ouais, mais tu vas voir, c'est un des mecs les plus... on parlait de mecs gentils tout à l'heure, il fait comme Yacine Bellous, il fait vraiment partie des mecs gentils du métier. D'accord, ouais. Donc je vais peut-être oser poser la question, est-ce que tu suces? Mais je t'attendrai peut-être la fin du podcast pour qu'on soit un peu plus... qu'on se connaisse un peu mieux. J'ai 2 questions avant de passer au jeu. Ouais! Qu'est-ce que tu aimes le plus? Et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour, donc? De manière générale, dans le métier, tu veux dire. Ce que j'aime le plus, c'est faire des tournées. Faire des tournées, souvent les gens qui nous accueillent et tout sont super sympas, les régisseurs sont super cool et tout. Puis visiter la France, c'est cool. Et ce que j'aime le moins, c'est rentrer chez soi après avoir fait une tournée. C'est un peu tout seul, et ça c'est un peu... c'est vraiment, t'as joué devant 300 personnes pendant 2 soirs d'affilée. Après t'es allé au resto, machin et tout, et tu rentres le dimanche à Lille en plus. C'est peut-être le yo-yo des émotions qui est le plus chiant à gérer. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Que je trouve l'amour, comme ça me permettra de me poser un petit peu et arrêter de vouloir mettre du GHB dans tous les verres, parce qu'un jour ça va me retomber sur la gueule. Que le prochain spectacle soit une réussite, au moins aussi bien que celui-là. Tu es déjà en train de penser au prochain? Il va falloir qu'on y pense et en fait il va falloir que j'écrive un 10 minutes pour Montreux en décembre. Donc il va falloir que je trouve des trucs à raconter. Ok, donc en décembre, un nouveau sketch pour un nouveau spectacle. Ok. Exactement.
Eh ben, je te souhaite bonne chance pour trouver le sujet. Ouais. Et on va pouvoir passer au petit jeu que tu Yes, attends avec yes, yes. impatience. Alors le jeu, on va commencer, il y a une première partie, ça s'appelle le name dropping. Donc je te demande de me donner un nom d'humoriste, peu importe d'où il vient, donc qu'il soit français, québécois, allemand, ce que tu veux. Mais à chaque fois, tu me Sachant que j'en donner, connais pas beaucoup des humoristes, hein. bah c'est pas grave, tu pourras donner ce que tu connais. Qui est l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré dans ta vie? Ouais, je dirais Bunaimin, je pense. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Franck Dubosc. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux, Pierre-Emmanuel Barré. Et Blanche. si tu dois choisir. Allez, Blanche. L'humoriste qui pour toi joue le mieux. Ah, Thomas VDB, je pense. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, que tu ne savais pas qu'il était si bon ou que tu connaissais pas du tout et que tu as découvert. Tania Dutel. Enfin, je sais pas que j'avais des a priori, mais Tania Dutel et Verino, parce que vraiment, ils m'ont impressionné. Sur la route des vannes, ils m'ont vraiment impressionné, quoi. Parce que maintenant, le niveau, enfin, quand tu vois plus des humoristes jouer pendant 5 ans, en fait, tu te rends pas compte de l'évolution. Et surtout, eux, c'est vraiment des acharnés de la scène. Surtout Tania qui joue une fois toutes les 2 heures. Mais je dirais Tania, elle m'a vraiment impressionné sur un plateau, ouais. Je trouvais qu'elle avait fait. Bon, elle était déjà très très drôle, hein, mais elle avait fait des progrès incroyables. Et que c'est Ok. devenu vraiment incroyable. Ben, je suis tout à fait d'accord. En fait, elle est passée à Bruxelles ici récemment pour essayer un nouveau 30 minutes. Et c'était vraiment de l'essai. On voyait qu'elle avait son carnet et tout, qu'elle essayait de se rappeler, qu'elle testait vraiment des choses. Et j'ai pleuré de rire plusieurs fois alors que c'était du test. Donc, C'est vrai. ouais, franchement, je sais pas si tu as vu le sketch sur les catacombes qu'elle fait. Alors, mais en fait, je l'entendais de derrière le rideau, donc j'entendais mal, mais par contre, la salle était morte de rire. Ce sketch-là est juste incroyable. Enfin, moi, j'en pleurais de rire, j'en pouvais plus. Donc, j'ai hâte de voir le prochain Et c'est du spectacle. storytelling alors, du coup, ça, c'est ça? Moi, c'est peut-être ça que j'aimerais bien faire maintenant, mais je sais pas, je vais voir. Ben, on verra ça. J'ai hâte de voir la suite. Maintenant, on passe au jeu en lui-même où tu dois choisir entre deux humoristes Ah, et tu dois me dire lequel te fait le plus rire sur scène entre les deux. ok. Alors, premier choix, on va aller un petit peu loin de toi avant de se rapprocher. Entre Louis C.K. et Ricky Gervais. Le Louis C.K. Parce qu'en plus, j'ai mangé avec lui, moi, Louis C.K. Oui, la première fois que tu l'as vu, tu ne savais pas qui il était. Ouais. J'ai passé 1h30 au resto avec, on était qu'à 2. Et enfin, je savais que c'était un humoriste, mais je savais pas l'ampleur du gars, quoi. C'est quasiment un ami maintenant. Oh, punaise. Et alors, sympa? Hyper sympa. T'as passé 1h30 avec lui juste à deux. Si t'avais trouvé ça horrible, je pense pas que tu le raconterais à tout le monde, mais... Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, non, hyper sympa. Et du coup, après, je regardais des spectacles de lui et hilarant. Mais Ricky Gervais, hilarant aussi, quoi. Mais j'aurais choisi Louis C.K. aussi quand même. Il n'y a rien à faire. Ouais, c'est le meilleur. C'est impressionnant. Tu as déjà répondu pour celui qui écrivait le mieux, mais entre Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré, qui te fait le plus rire? Oh, putain. Bah, je t'avoue que j'ai vu Pierrot, là, il y a 3 jours sur scène, donc je dirais Pierrot. Non, je choisis pas les deux, putain. Les deux sont excellents. Entre Guillaume Meurice et Alex Vizorek. L'autre! Entre Guillaume Meurice et Alex Vizorek? Bah, je suis plus souvent avec Guillaume, donc je dirais Guillaume. Entre Rosa Berstein et Tania Dutel. Bah, elle n'est pas humoriste, Rosa Berstein. Moi, je prends le truc au premier Je degré. dirais Tania Dutel parce que j'ai jamais vu Rosa. Mais tu as participé à son excellent podcast, Les mecs que je veux ken. Oh, quel enfer, un podcast féministe là de merde. Et moi, je n'arrive pas à enchaîner avec mes questions après. Entre Verino et Bunaimin. Ah putain, Bunaimin, je dirais. Bunaimin. Ouais. Entre Dedo et Thomas VDB. VDB, je dirais. Mais les deux me font rire. Les deux me font vraiment rire. En plus, ils sont tous les deux absurdes. Mais j'ai plus souvent VDB, donc j'ai plus de souvenirs. Entre Shirley Soignon et Fanny Ruet. Entre deux lesbiennes. Charlie, je pense. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je dirais Charlie. Et enfin, entre Kian et Navo. Celui qui écrit. Les deux écrivent. Bah, Navo, il est pas humoriste, quoi. Ça dépend de ta définition d'humoriste. Il écrit de l'humour, donc. Eh, mais en moi, parlant de Navo, parce que j'ai écouté un extrait de Navo, il dit que c'est un génie. Il était au premier degré? Mais oui. Et bah, c'est Kian alors. Mais il dit pas que Kian n'en est pas un aussi. Ouais, mais au moins, Kian ne dit pas que Kian est un génie. Non, mais il devrait. Parce que je trouve qu'il l'est. Voilà, c'était mon compliment. Je fais même des Ouais, compliments chacun son avis. Maintenant, je fais même des compliments aux humoristes qui ne sont pas dans l'épisode. C'est génial.
Me voilà, j'ai posé toutes mes questions. C'est fini? Tiens, je vais pouvoir aller jouer à FIFA. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Eh ben, merci Régis. Et tu veux faire un petit peu de promo pour ton spectacle? Alors, j'ai pas de spectacle prévu, mais j'ai un 30-30 le 23 octobre. C'est gentil de me faire ma propre promotion. À Los Amois, à Bruxelles, à Scarbeck. Oh, au cabaret? Ouais. Ah, génial, j'adore ce lieu. À fond, il est super cool. C'est toujours les mêmes qui tiennent le lieu? C'est Sam qui le tient depuis un moment. parce que Tu passeras le bonjour. Avec plaisir. Ah, j'en ai une autre le 16 septembre. Voilà, j'ai 2 scènes, le 16 septembre et le 23 octobre. Tu vois, j'ai beaucoup de scènes de prévues. Et bien sûr, le podcast que vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mettre 5 étoiles, commenter, vous abonner sur YouTube, comme ça je pourrais commencer à être monétisé et gagner de l'argent, tout ça. Et ouais, y aller chez le coiffeur. C'est lui qui parle, ça fait 2 heures qu'il est en train de se coiffer tout seul dans la caméra. Ah, mais tu me vois? Eh oui. Ah, putain. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.